Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, Philippe Rossi. Bonsoir, bienvenue les voix des entrepreneurs en direct ce soir de l'Accor Hotel Arena à Paris où se déroule la 7e édition de BIG. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas BIG, c'est le plus grand rassemblement business d'Europe. BIG qui rassemble des créateurs d'entreprises, des grands groupes, mais pas seulement, des start-upers évidemment, des TPE, des PME. BIG, je vous donne quelques chiffres, 400 ateliers, des conférences, des masterclass et Paul-François Fournier qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous. Alors je vous présente, vous êtes le directeur exécutif innovation de BPI France en charge de l'organisation de BIG. Tout d'abord, est-ce que j'ai bien résumé l'événement ? Très bien, c'est ça. C'est un formidable chaudron avec tous les entrepreneurs, d'où qu'ils viennent. Et puis beaucoup d'ateliers, beaucoup d'intervenants. Vous avez dit 400 ateliers, c'est plus de 1000 intervenants sur tous les sujets, les grands sujets du moment, comme la transition énergétique évidemment qui est très importante, et puis tous les sujets aussi qui touchent l'entrepreneuriat. On peut aller pour comprendre comment on crée son entreprise, ou encore une fois être à la rencontre d'un grand groupe sur une thématique. Donc c'est tout ça BIG. En fait, sur cet événement, on apprend qu'on soit entrepreneur ou qu'on veuille créer son entreprise, et puis on étoffe son réseau. Voilà, exactement. Vous avez résumé parfaitement. C'est à la fois un événement de contenu, un des plus grands événements de contenu français, encore une fois, avec des spécialistes parfois du monde entier qui viennent parler sur des thématiques technologiques, de transformation ou d'expérience de management. Et puis, c'est cette ruche qui fait qu'aujourd'hui, toute la journée, des milliers de gens se sont rencontrés. Parfois, ils s'étaient donné rendez-vous, mais aussi, ils ont parfois, et on aime cette idée, au gré comme c'est assez dense, au gré d'une rencontre, découvert quelqu'un qui permettra peut-être de lancer un nouveau projet, d'aller à la conquête pour aller à un nouveau marché, bref, la sérendipité. Alors le plus grand rassemblement business d'Europe, j'imagine qu'il y a des entrepreneurs qui sont venus d'Allemagne par exemple, d'Italie. Exactement, des États-Unis. Cet après-midi, je vois une start-up qui équipe des bornes de recharge électrique, qui réfléchit à s'implanter en Europe. Beaucoup d'attractivité qui fait que, en fait, vous avez vu aussi beaucoup d'Africains. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de dirigeants de grandes entreprises ou d'hommes politiques africains qui voient bien l'opportunité de venir ici pour faire en sorte de rencontrer l'écosystème entrepreneurial français et développer leurs entreprises en France, ou faire en sorte d'accueillir des nouvelles entreprises en Afrique. Donc il y a vraiment cette idée de lien qui est de plus en plus important, et d'attractivité qui pour nous correspond à une conviction qu'on a depuis le début. C'est que aujourd'hui, l'export, l'international, ça devient un sujet absolument essentiel pour tout le monde. Le digital l'a permis, il faut s'en saisir et en profiter pour aller conquérir le monde, qui est la thématique de cette année. C'est la 7e édition de BIG. Je ne sais pas si vous étiez là lors de la première, si vous aviez participé. La première, on l'a absolument, on l'a lancée. Oui, c'était un pari. C'était un pari un peu dingue. C'était juste en face, dans un endroit plus petit, puis on a été dépassé par le succès. Il y avait quelqu'un qui nous a immédiatement fait confiance et qui a tout le temps été là depuis 7 ans à l'ouverture, qui est Xavier Niel. Xavier, le patron de Free. Le patron de Free, un entrepreneur hors pair qui a vraiment, je pense, inspiré et continue d'inspirer énormément d'entrepreneurs. Et Xavier, on lui a dit, voilà, Banco, on voudrait faire un événement sur les entrepreneurs, pour les entrepreneurs. Est-ce que tu seras là ? Il a dit, je viens. Et depuis 7 ans, il est là. Voilà, BIG, c'est aussi ça. C'est des liens de confiance qui se tissent. Et puis des gens très inspirants qui reviennent chaque année partager encore. Alors, il n'y a pas que de grands patrons qui viennent à cet événement. Il y a aussi des ministres. Il y a Emmanuel Macron qui est venu, qui est là qui participe à l'événement depuis 3 ans. C'est vrai qu'on a un président de la République il a cette image de start-upper. Non, mais c'est vrai, il y a cette image d'entrepreneur. Emmanuel Macron, encore aujourd'hui sur l'événement. Il nous fait effectivement la joie d'être là à nouveau ce soir.
un signal important parce que en fait Big c'est pas un événement uniquement de start-up, c'est un événement d'entrepreneuriat et d'entreprise. Et donc je crois que il veut échanger justement avec des entreprises, quelles qu'elles soient, des TPE, des PME, des start-up, des grands groupes. En fait, elles partagent tous à un moment quand même d'abord cet esprit un peu particulier de conquête. Et puis des enjeux de société. Vous avez vu qu'est né cette année le coq vert. Oui. Nous, on devient la banque du climat. Et donc, tous les entrepreneurs, on les invite au travers de beaucoup d'ateliers cette année autour de cette thématique à réfléchir à la fois comment elles peuvent intégrer cet enjeu du climat beaucoup plus dans leur entreprise, mais comment elles peuvent voir aussi les enjeux du climat comme une réelle opportunité. C'est des transformations parfois difficiles pour des entreprises existantes, mais c'est aussi des opportunités de saisir des nouveaux marchés, de se différencier. Et donc c'est aussi ça qu'on va partager cet après-midi, qu'on va partager ce soir. Ouais. Alors, la 7e édition de Big, j'imagine que ça prend énormément de temps. C'est vrai que c'est un grand barnum, c'est incroyable. Vous allez préparer la 8e édition dans quelques jours, vous vous reposez, vous y remettez? Ouais. Je crois qu'on est à chaque fois un peu pris par cette énergie. Donc, c'est quand même un moment un peu particulier aussi pour nos collaborateurs. Parce que ce qui est important pour nous, c'est que cet événement, il est construit par nos collaborateurs. Les 400 ateliers dont on parlait, c'est tous nos collaborateurs qui travaillent avec les entrepreneurs pour réfléchir aux thématiques. Donc, c'est un peu notre puits du fou à nous. Et donc, ça a une portée très large. Et comme les entrepreneurs nous font le plaisir d'être là, vous l'avez vu toute la journée, très présents, je crois que c'est un signal qu'il n'y a pas de raison de s'arrêter et qu'il faut encore amplifier le mouvement. Merci à vous, Paul-François Fournier, directeur exécutif innovation de BPI France, en charge de l'organisation de Big. Voilà, on est en direct depuis l'Accor Hotel Arena, c'est la 7e édition. Tiens, restez un petit peu avec nous quelques minutes, je vous présente un entrepreneur, il s'appelle Mehdi Colli, cofondateur de Time for the Planet. Vous nous parliez justement des enjeux climatiques. Vous êtes l'un des 6 fondateurs, hein, c'est ça, Mehdi Colli, hein, voilà. Cofondateur, l'un des 6 fondateurs. C'est une affaire de famille, Time for the Planet? Une affaire d'amis. Une affaire d'amis. Ouais, disons que ça commence il y a 15 ans, mais que ça fait qu'1 an et demi que ça a démarré. D'accord. Alors, on va un petit peu essayer de retracer votre parcours. Vous avez été un jeune entrepreneur, hein. On peut dire votre âge, vous avez 35 ans. Mais lorsque vous aviez 21 ans, eh bien, vous avez créé votre propre boîte. Racontez-nous. Oui, c'est ça. En fait, j'étais pas vraiment conscient que j'étais en train de monter une boîte. Ah bon? Simplement, je faisais des études de droit, c'était pas ma passion. Par contre, tous les étés, je partais en colo, j'étais directeur de séjour de vacances et j'en avais marre de voir que les gamins en situation de handicap ne pouvaient pas partir avec les gamins non porteurs de handicap. Ils pouvaient partir qu'entre eux. Tout ça parce qu'il fallait qu'il y ait un animateur référent, ça coûtait 800 balles, c'était cher. Donc moi, je me suis dit, je vais créer mon propre organisme de colo, je vais trouver moi-même des clients et c'est moi qui vais payer les animateurs référents et ce sera une case à cocher pour les parents. Et en fait, à un moment donné, on s'est retrouvé à avoir beaucoup de succès sur Internet. On faisait 400 000 € de chiffre d'affaires. On n'avait jamais entendu le mot business plan. On ne connaissait même pas les experts comptables. On faisait nos fiches de paye nous-mêmes avec Excel. Et c'est comme ça qu'on est devenu entrepreneur. D'accord. Là, c'est vraiment apprendre sur le tas, hein, Paul-François. Vous savez, l'entrepreneuriat, c'est ça. Hein. C'est ce que disait Nicolas Dufour, que c'est un mouvement intérieur et puis des rencontres. Et donc, toutes les histoires sont incroyables. Et c'est ça qui nous motive au quotidien, c'est qu'on a à chaque fois des gens qui ont une histoire personnelle et puis des rencontres qui les ont amenés à partir comme ça à la conquête sur des projets qui les motivent. Alors aujourd'hui, vous êtes à la tête de Time for the Planet, hein, du temps pour la planète. Vous financez entre autres des solutions innovantes. Comment vous en êtes arrivé à Time for the Planet? Est-ce qu'il y a eu un déclic? En fait, après cette boîte de séjour pour enfants, qui existe toujours d'ailleurs, j'ai monté des startups tech. Et puis je me suis retrouvé aux États-Unis pour développer l'une d'entre elles. Ouais. J'ai eu vachement de temps et je me suis mis à regarder sur Internet des vidéos de Jean-Marc Jancovici, qui est une personne qui parle du climat. Ouais. Et là, ma vie a changé. Je me suis rendu compte qu'en fait, la question climatique, c'était pour tout de suite, que c'était très grave, que c'était inéluctable, qu'on ne pouvait plus rien y faire, mais que par contre, on pouvait encore agir pour limiter la catastrophe. Et là, j'ai arrêté ce que je faisais. J'ai fait mon changement individuel. Voilà, je mange plus de viande. Je roule en trottinette ou à pied au maximum. Et je pars en vacances à 100 bornes de chez moi au maximum. Un changement radical. Un vrai changement, mais ça m'empêche pas de monter des boîtes. Et puis le truc, c'est qu'en fait, une fois qu'on a fait ça personnellement, on est au max, quoi.
Et donc en fait, le but de Time, c'est de permettre aux citoyens d'agir, mais à l'échelle mondiale. Parce qu'en fait, le vrai sujet, c'est comment sont fabriqués les biens et les services dans le monde. Et donc ça, soit on attend que le monde politique ou le monde financier le règle, et pourquoi pas, soit on se dit qu'en fait, pour l'instant, c'est pas ce qui arrive, et donc on doit s'en mêler aussi. Alors, quels sont les résultats? Est-ce que, je crois que très, très vite, il y a eu de vrais résultats pour Time for the Planet? Alors moi, j'appelle pas encore ça des résultats. Ouais. Notre objectif, c'est de... Des progrès? Disons qu'en fait, on a les cartes en main pour atteindre ces objectifs, ce qui est déjà pas mal. En fait, notre parti pris, c'est qu'il y a des innovations qui permettent de faire baisser les gaz à effet de serre. Ces innovations sont souvent bloquées dans les labos parce que les scientifiques sont rarement des entrepreneurs. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on trouve des entrepreneurs à succès, bien meilleurs que nous, qui ont monté des boîtes, qui ont généré des dizaines de millions de chiffres d'affaires. On les fait rentrer dans l'entreprise avec les scientifiques. Donc on n'est pas dans l'accompagnement parce qu'on n'a pas le temps. C'est vraiment, ils sont actionnaires. Nous, on met de l'argent, entre 500 000 et 2 millions d'euros. Et puis, on va passer sur un modèle économique open source. C'est une licence libre qui permet à n'importe qui de demander à copier, améliorer, commercialiser l'innovation partout dans le monde. Et en échange, on demande aux gens qui utilisent cette innovation de nous donner les chiffres qui nous permettent de calculer les émissions de CO2 qui ont été économisées. Et ces émissions de CO2, on les transforme en un dividende climat qui est valorisable et qui fait en sorte que les entreprises qui sont actionnaires de Time, comme les citoyens, ont un retour exact de l'impact CO2 que leur investissement a produit. Paul-François Fournier, un petit mot, une réaction déjà au parcours de Medicoli et puis voilà, sa prise de conscience et tout de suite, vous prenez conscience mais vous agissez, Medicoli. Moi, je trouve très vite, il a créé Time for the Planet. Ouais, c'est impressionnant. D'abord, je trouve qu'on retrouve l'engagement des entrepreneurs et qui sont des gens qui font des choix personnels et qui vont jusqu'au bout. Et je trouve que c'est un très bel exemple de ces choix et de cet engagement. Et puis, je trouve super intéressant la créativité, enfin l'innovation dans le modèle. Voilà, c'est un exemple, encore une fois, que pour essayer de répondre à l'enjeu, il va falloir beaucoup d'intelligence dans la façon de trouver une nouvelle façon de financer. Et c'est super, je trouve. C'est même inspirant pour nous. Ça me donne des idées, donc j'aime ça. Bon, quel est l'avenir de Time for the Planet, Medicoli? Donc on a démarré il y a 1 an et demi avec littéralement une page web et le descriptif de ce qu'on voulait faire. On a eu la chance que ça prenne. On a 30 000 actionnaires, plus de 7 millions d'euros levés. Pas mal de grands groupes maintenant qui s'intéressent pour aussi contribuer avec des gros tickets. Et on a déjà investi dans notre première boîte cet été. On en a 3 autres sur lesquelles on est quasiment d'accord. Et donc normalement, en janvier prochain, on aura financé nos 3 à 4 premières entreprises. On aura levé plus de 10 millions d'euros. On aura surtout une communauté citoyenne de dizaines de milliers de personnes qui maintenant sont dans le monde entier, puisqu'en fait, dans nos assemblées générales, désormais, il y a pas mal de gens qui ne parlent pas français. Et donc ça, c'est la prochaine étape, c'est l'extension à l'international. Qu'est-ce que, voilà, dans 6 mois, on ne va pas faire de politique, mais dans 6 mois, il y a une grande élection, l'élection présidentielle. Le chef de l'État est attendu ce soir ici à l'événement Big. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de cette élection, des prises de position des candidats sur le climat, évidemment? Alors, est-ce que vous pensez qu'ils ont enfin pris conscience ou pas, nos élus? C'est difficile à dire. Pour avoir échangé avec certains d'entre eux, c'est un peu toujours le même principe, c'est que chacun va dire que c'est parce que l'autre n'a pas bougé qu'il ne peut pas bouger. Donc, le politique ne peut pas bouger parce que quand il prend une norme, il y en a qui gueulent. Mais le citoyen, lui, quand il essaie de bouger, il ne peut pas parce qu'en fait, les entreprises continuent à vendre des choses qui sont pas... qui posent des problèmes climatiques. Les entreprises vont elles aussi dire oui, mais les gens les achètent. Donc pour l'instant, on est quand même encore dans ce Vous avez l'impression que tout est bloqué en fait, c'est ça. C'est un peu les deux, c'est-à-dire que oui, tout est bloqué, mais par contre, il n'y a jamais eu autant de progrès en aussi peu de temps. Au moins dans les discours, et en fait, c'est pas rien. Au moins dans ce qui est mis en avant. Tout à l'heure, vous disiez le premier sujet, c'est la transition énergétique. Il y a 3 ans, ça, c'était pas du tout le cas. Donc c'est quand même en train de bouger, donc moi je suis assez confiant sur le fait que ça va se faire. Mais il faut être hyper conscient que c'est déjà trop tard et qu'il y aura une crise climatique à laquelle on va devoir faire face et qu'on ne sait pas dans quelle mesure elle peut être dévastatrice. Merci à vous, Medicoli, cofondateur, l'un des 6 fondateurs de Time for the Planet. Je vous remercie une nouvelle fois. Merci à vous. Paul-François Fournier, directeur exécutif innovation de BPI France en charge de l'organisation de Big. Nous sommes
En direct de l'Accor Hotel Arena où se déroule l'événement Les Voix des Entrepreneurs. C'est le plus grand rassemblement business d'Europe et dans quelques minutes, nous serons avec 2 jeunes entrepreneuses, à peine 27 ans et un parcours incroyable. Restez avec nous, à tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, Philippe Rossi. Et les voix des entrepreneurs ce soir, nous sommes en direct de l'Accor Hotel Arena. C'est à Paris qui accueille l'événement Big, la 7e édition de l'événement Big. C'est le plus grand rassemblement business d'Europe. Il y a des créateurs d'entreprises, des grands groupes, des start-upers évidemment. Il y a des TPE, des PME. Ils se donnent tous rendez-vous à l'Accor Hotel Arena. Et ce soir, nous vous présentons des entrepreneurs. Mehdi Colli de Time for the Planet était avec nous il y a quelques instants. Voilà, on vous a présenté son parcours, sa réussite. J'aimerais vous présenter 2 femmes, Élise et Julia. Vous connaissez peut-être Julia Layani et Élise Godefard qui sont avec moi. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous connaissez la radio puisque vous êtes des anciennes animatrices radio. Aujourd'hui, vous avez votre propre agence de conseil. Entre les deux, vous avez été à la tête d'un média fresh, on va en reparler. Parcours incroyable, vous allez nous raconter votre ascension et pourquoi aussi vous êtes présente à cet événement. On peut dire que l'aventure a commencé au lycée, hein, c'est ça, Élise et Julia? Absolument. Julia, ouais. Elle a commencé au lycée, sur les parvis je dirais, du boulevard Malesherbes. Hein. C'était un petit peu ça, Ouais. le 17e arrondissement de Paris. On était dans des lycées sur le même trottoir, Face l'un à en face face. de l'autre, et avec des amis en commun qui nous ont présentés. On s'est rencontrés comme ça, on est devenus meilleurs amis. D'accord. Et c'est malgré les affaires, j'ai envie de dire, les entreprises, vous êtes toujours restés meilleurs amis, vous en êtes toujours Ah très oui, bien. on est ensemble au travail comme à la ville, comme Bon. on dit. Au contraire, on est une équipe gagnante. Voilà, une équipe qui gagne. Ouais, Bon. non, mais on est vraiment meilleures copines, on se voit tout le temps, on a les mêmes potes. Quand on se quitte après le travail, on va dîner ensemble. Enfin, parfois c'est même un peu trop. Ouais. Vous habitez pas ensemble, rassurez-vous. Non, on habite quand pas même ensemble, mais Bon. franchement, c'est Pas tout très comme. Mais là, Pas pour très te dire, à la fin de la journée, on finit le travail et on va à un concert ensemble. Enfin, ça s'arrête pas, D'accord. quoi. Ok. Alors comment, parce que je l'ai dit, hein, vous avez été animatrice radio pendant de nombreux mois. Comment vous en êtes venu à faire de la radio sur RCJ, qui est la Hilarant. radio de la communauté juive? Alors j'ai cru comprendre que votre émission dépotait. De quoi s'agissait-il, Élise? Ben, en fait, de base, c'était une émission pour les jeunes. Voilà, c'est une radio communautaire. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il il y a des rabbins en régie. Ouais. Ah et oui. nous, on parlait que de cul. D'accord. Enfin, on parlait de sujets de filles qui ont 19, 20 ans, qui sont étudiantes et qui sortent avec des hommes, des femmes. Voilà, donc Des gens, tout on simplement. parlait Voilà. beaucoup de sexualité. Ouais. Et c'est vrai que pour des juifs pratiquants, c'était nouveau. Mais ils ont adoré. On a appris beaucoup de choses à des filles religieuses à qui on ne parle pas beaucoup de sexualité, en fait. On a réalisé ça. Mm. Nous qui venons pas vraiment de ces milieux pratiquants. Ouais. C'est vrai que comme c'était une radio communautaire qui est dans peu de villes, hein, ça reste une radio associative, on ne connaissait pas trop notre audience et donc on avait une liberté totale. On parlait vraiment comme si on était dans un café entre copines. C'est ça qui était sympa. Et donc du coup on faisait pas très attention à ce qu'on dit. On faisait pas très attention à être intelligente ou pertinente. Ouais. On était juste nous-mêmes. Et c'est vrai que les patrons de la chaîne ont bien aimé et nous ont laissé Alors, l'antenne. Qu'est-ce que vous a apporté cette aventure radio dans votre vie professionnelle? Bah déjà, Quelle ça nous a confirmé le fait qu'on voulait travailler ensemble. Ouais. Vraiment, on était assez indissociables, même déjà dans cette émission de radio-là. On est devenu un peu un duo à ce moment-là, finalement, où on s'est dit, il faut qu'on fasse plein de projets ensemble. Ça, c'est la première chose. Ouais. Élise, pareil. Ah ouais, moi c'est Ouais. totalement pareil. Et deuxième chose que ça Ah, nous ok. a appris, c'est c'est que Vas-y, Julia. finalement, à deux, on pouvait faire passer des messages qui nous intéressaient, nous, sur des médias comme la radio. Et donc on s'est dit, travaillons dans le monde des médias, changeons les choses. C'était un petit peu les prémices de notre engagement. En fait, je pense qu'on a réalisé aussi que le monde des médias était un milieu un peu aseptisé, je dirais, enfin en tout cas, qui avait pas beaucoup de liberté de ton, et que nous, on avait réussi à se permettre une certaine liberté, bon, avec une audience vraiment minuscule, mais et qu'on avait adoré le faire. Et je pense que ça nous a fait nous dire, ok, il y a un truc à bousculer dans les médias, faut qu'on mette un coup de pied dans la fourmilière. Et qu'on avait grave la dalle en fait, Ouais. je pense. Ça c'était il y a plusieurs années. Vous pensez toujours la même chose des médias Ouais, sur la c'était- liberté de ton? Ça n'a pas changé. C'était en 2015, ouais, ça a beaucoup 5 ans, 6 ans évolué plus de tard, façon ouais. colossale, même je dirais, parce que même en 2017, quand on a créé Fresh, notre média, Ah, on va y venir. voilà, Ouais. on va y venir, ça a beaucoup changé. Ouais. Bon, alors justement, parlons de l'aventure Fresh, un média digital 100% féminin. Racontez-nous comment Fresh est venu à bout. Comment Fresh est venu à nous? Le patron de Minute Buzz, qui était la cellule réseaux sociaux de TF1, a posté un statut Facebook en disant voilà, je recherche une fille pour créer un média féminin. Donc déjà, la phrase et tout son cliché.
qu'on sent. Élise s'est un petit peu offusquée de cette demande de encore créer un média féminin qui va parler de quoi, de régime, de cheveux, d'ongles. C'était en 2017. Moi, j'en avais marre. J'étais étudiante. On se tapait que des trucs qui nous parlaient de régime. Vraiment, sur Facebook, les articles qui se partageaient, c'était comment séduire son homme en 10 conseils. Enfin, trop agaçant. Donc, je lui ai dit, c'est une idée de merde. Voilà, j'ai dit ça. Et c'est vrai qu'il m'a dit, écoute, si t'as une meilleure idée, propose. Donc j'ai vu Julia le soir, je lui ai dit, écoute, on veut faire un truc ensemble. De toute façon, on sera jamais prise. C'est un média féminin, c'est pas ce qu'on avait prévu de faire. Mais viens, si on devait faire un média féminin, tentons. Voilà, ce serait quoi le truc de tes rêves? On a écrit un espèce de one-pager, un projet qui s'appelait Fresh. Et tout de suite, ils ont kiffé notre projet. C'était quoi le concept, le principe? Le concept, c'était de mettre les femmes en avant, toutes les femmes. C'est-à-dire de créer des nouveaux rôles modèles, faire des profils de femmes, qu'elles soient grandes entrepreneuses, grands médecins, ou même mannequins. En fait, nous, on voulait pas du tout stigmatiser tout ce qui est Kardashian, tout ça. On voulait se dire, t'as le droit d'aimer les Kardashian, mais putain, on est des meufs. On a aussi envie d'avoir comme modèle Christine Lagarde, des meufs qui ont monté des boîtes, qui sont au CAC 40. C'est ça, en fait, nous, nos modèles. Nous, on voulait monter une boîte. Et on n'avait pas de modèle. Donc, on voulait créer ces modèles pour nos petites sœurs. D'accord. Donc, vous avez tenté et ça a marché. Hein? Exactement, tout à fait. Au début, les patrons du groupe Média n'y croyaient pas du tout. Ils comprenaient pas ce qu'on allait faire, à faire des profils d'entrepreneuses ou même des femmes qui racontent juste leur rapport à leur féminité, leurs expériences, leur cancer du sein, par exemple. On l'a dit en même temps. Ils nous disaient que ça ramènerait jamais d'annonceurs. Et la vérité, c'est que ça a ramené énormément d'annonceurs et qu'on dégommait les objectifs à chaque fois parce qu'on était le seul média à le faire. Et c'est vrai qu'après, heureusement, je pense, tous les médias ont suivi, se sont rendus compte que voilà, il fallait quand même donner la parole à d'autres gens que toujours les mêmes qu'on voyait, à savoir des mannequins internationales qui ne pourront jamais représenter les femmes françaises qu'on voit aujourd'hui parce qu'on n'a pas le même budget en termes de chirurgie. D'accord, dans ce média, quel rôle vous aviez? Vous étiez salarié, vous étiez journaliste? On était salariés au sein du groupe TF1. Donc pour l'instant, pas du tout entrepreneuse. Pour pas du tout, on était intrapreneuse. L'entrepreneuriat, on a créé ce projet de toutes pièces à l'intérieur du groupe TF1. Donc c'est de l'intrapreneuriat. C'est vraiment, on était vraiment directrice éditoriale. On était on était les patronnes de ce média. On recrutait les employés, on s'occupait de tout. Vraiment. Alors vous dites, on réalisait le plus gros chiffre d'affaires, mais on touchait le salaire le plus bas. Oui, c'est ça, c'est qu'en plus de ça, l'annonce était très claire. Ils recherchaient une seule personne pour créer le média, sauf qu'on est arrivé à deux et que. On leur a dit c'est nous deux ou rien. Et donc on a partagé un salaire toutes les deux. C'est ça. Le patron nous a dit ok, c'est vous deux ou rien, mais moi j'ai un salaire pour une personne. Et donc on a accepté parce qu'on était très jeunes, on avait 22 ans, moi j'étais encore étudiante. On a accepté de diviser un salaire, mais on s'est vite rendu compte que ça n'allait pas être suffisant. Mais on nous a permis de faire le métier pour lequel on aurait payé. Nous, on aurait payé pour faire ce taf en vrai. Et là, bon voilà. Bon, alors, du coup, vous avez créé, alors, on va y revenir aussi par la suite, votre propre agence de conseil, de projets créatifs, mais ça commence pendant l'aventure Fresh, c'est-à-dire que vous avez eu quelques missions de consulting. En fait, ce qui se passe, c'est que Fresh, à ce moment-là, fait une énorme audience. Et donc, le modèle économique d'un média, c'est forcément la publicité. Donc, on commence à traiter avec des annonceurs, à créer des publicités qui, comme le dit Élise, marchaient assez bien. Elle a dit qu'on pulvérisait les objectifs. Voilà, c'est vrai que c'était vrai. On se la pète. Et du coup, on commençait à avoir des relations un peu privilégiées avec les directeurs marketing, les directeurs de communication. En tout cas, les annonceurs étaient intéressés par ces deux petites meufs là, Élise et Julia, et ils nous demandaient est-ce que vous faites du conseil en perso, pas via Minute Buzz, pas via Fresh, pas via TF1, vous deux. Et donc nous, on savait même pas ce que c'était le conseil. Sans savoir ce que c'est que le conseil, mais on a dit oui. En étant des yes girls, c'est ça. En fait, on dit oui à tout nous. C'est un peu notre mantra. Et ben, on leur a dit oui, bien sûr, on sait faire du conseil. On a vite appelé quelques mentors le soir même pour nous expliquer ce que c'était en fait. Et on s'est lancé comme ça, on a démissionné, on a monté une agence avec déjà des clients. Par exemple, ça s'est fait... alors, quels sont vos clients par exemple? On a Bulgari, Shiseido, Zalando, Petit Bateau, beaucoup de mots. Voilà, ça va être des institutionnels, mais des marques aussi, également des médias. Pendant un an, on a fait une mission de conseil, on conseillait le dirigeant du groupe Melty, qui est un média pour les jeunes.
voilà, on est en conseil 360 sur mesure. Alors quand vous dites des conseils, quel genre de conseils qu'on comprenne bien on est un peu. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher chez vous? Ce qu'ils viennent chercher chez nous, de toute façon, c'est la nouveauté, c'est le changement, et c'est souvent les RSE. D'ailleurs, c'est les RSE mélangés à la com. Nous, on va faire à la fois, on peut te faire, je te tutoie. Pas de problème. Je tutoie la potentielle marque avec qui je parle. On peut faire soit là on a fait une campagne de pub par exemple pour Bulgarie, c'était une activation locale, c'est des vidéos sur les réseaux sociaux. On peut faire aussi des workshops en entreprise, des conférences, c'est-à-dire on va par exemple à la fondation BNP motiver les équipes, leur donner un peu de grain à moudre, comme je dirais. En fait, c'est vraiment du conseil en stratégie de contenu. Voilà, donc ça peut être des campagnes d'influence, des shootings photos, des campagnes vidéo à plus ou grande échelle. C'est vraiment du sur-mesure pour chaque marque. Vous venez nous voir en nous disant voilà, j'ai telle campagne qui va sortir, occupez-vous de ça. J'ai tel produit qui va sortir, occupez-vous de la communication. On va essayer à chaque fois de mêler ça avec des RSE, de trouver le moyen de donner de l'argent à des assos dans l'histoire, parce qu'en fait, c'est les marques qui ont les moyens aujourd'hui de faire ça. Les marques sont multimilliardaires, c'est les personnes qui ont... Enfin, une marque a plus de pouvoir qu'un gouvernement aujourd'hui. Quand tu es un GAFA, tu fais ce que tu veux de ton argent. Donc ton argent, donne-le à des assos, donne-le à des gens qui méritent, donne-le à des gens avec qui tu vas avoir un impact et que tu vas aider. C'est eux les nouveaux politiques pour moi. Alors, vous êtes très jeune, vous avez quel âge? On peut le dire. Ans. Voilà, 28 ans, vous avez commencé très très jeune, vous avez été dans la vie active très vite. Les études, qu'en est-il des études? Vous avez tout lâché pour... C'est une question assez récurrente à la BPI qu'on nous pose, les études, mais c'est vrai, c'est une très bonne question. Études, personnellement, on a toutes les deux fait un bac L. Voilà. Bac L, c'est que ça n'existe plus le bac L. Hein. Je sais, bac c'est littéraire. C'est littéraire. Ouais. Vous avez beaucoup lu. On a beaucoup lu, on lit encore beaucoup. Lu de 4e de couverture. Voilà, et après, moi, j'ai fait du droit et des sciences politiques, droit international public et sciences politiques à la Sorbonne. Elle a fait Cagnes-Hippocagne, des lettres, de l'Institut français de presse et Master Sp à l'ESCP. D'accord, très bien. Non, mais c'est vrai que la question peut revenir parce qu'on bien sûr, demande tout à comment fait, vous la êtes partagé formation, entre les études. évidemment. Mais après, moi, je dis 50 droits, mais dont 3 redoublements. D'accord, mais c'est pas grave, Mais c'est bien, ça m'a forgé. Ça m'a forgé. Vous avez été 5 ans à la fac. Quel est l'avenir alors pour votre agence de conseil? Vous êtes très jeune, encore de belles années encore devant vous. Quelle est la suite pour Nos vous? objectifs, on n'aime pas trop parler de ce qu'on va faire. On est un peu tunisienne dans l'ambiance, on se méfie de l'œil. On n'aime pas, voilà. Mais en tout cas, notre objectif ne change pas, c'est de changer les représentations dans la société. Surtout plus de gens. Sur la cause LGBT qui... Évidemment, notre podcast qui s'appelle Coming Out sur Spotify. Oui, donc, en plus de ça, vous avez un podcast effectivement qui s'appelle Coming Out. Ça, c'est un qui évolue, dont on est très fière, très contente. C'est vraiment un podcast qui interviewe des parcours de vie LGBT, tout simplement. Donc à tous les futurs LGBT ou les LGBT qui se cachent et qui sont dans les provinces ou ailleurs, voilà, ce podcast est fait pour vous, pour que vous ayez des exemples et des gens qui vous représentent. Oui, ça s'appelle Coming Out, c'est sur Spotify, vraiment ça peut vous aider. Voilà, mais c'est ça. Nos projets vont plus aller vers ça, vers des trucs créatifs qui aussi peuvent aider les causes qu'on défend. Comment vous êtes de jeunes entrepreneuses, comment vous voyez l'entrepreneuriat en France? Est-ce que pour vous c'est chose facile? Non, pas du tout. C'est chose très difficile. Pourquoi? Je pense que le gouvernement ne facilite absolument pas la vie des jeunes entrepreneurs. On me disait le contraire il y a encore quelques minutes, on me dit c'est très facile de créer son entreprise. Non mais c'est facile de créer son entreprise, mais franchement... C'est faux ça. Oui, c'est peut-être facile par rapport à d'autres endroits, mais en tout cas, nous, la chose avec laquelle on a le plus galéré, c'est l'administratif. C'est parce qu'en fait, il n'y a pas du tout une institution qui gère à la fois tes finances. Ils centralisent tout en fait. Voilà, rien n'est centralisé. Personne de l'administration ne se parle entre eux. Les horaires d'ouverture des bureaux d'administration, faut en parler. Ça en fait, si tu travailles, tu ne peux pas. À 13h. Enfin, après 13h, là où finalement toi tu es en pleine bourre de ta journée, t'as pas le temps d'aller au greffe du tribunal de commerce. Enfin, les horaires, ça ne va pas du tout. L'administration française nous a fait perdre, je pense, 6 mois de business. Voilà. On est très remontés, nous, contre ce qui se passe, notamment la façon dont les jeunes entrepreneurs. Donc ça peut freiner les entrepreneurs, c'est ça? Bien sûr. Et surtout la façon dont les TPE et les PME sont taxés aujourd'hui. On est taxés comme Google, hein, c'est vraiment les mêmes taux. On est très peu aidés. Je dirais pas que c'est le gouvernement, mais plutôt l'administration en tant que telle. Vraiment, en France, c'est très compliqué. C'est retardataire. On est taxé à donf. Et c'est ce que je dis souvent, c'est l'État est ton actionnaire majoritaire et qui est là que pour te gronder et jamais pour te récompenser. Bon, alors, dans quelques minutes, il y a le président Emmanuel Macron qui, comme chaque année d'ailleurs, j'ai 2-3 mots à lui dire à Macron. Vient sur l'événement, donc si vous le rencontrez, vous pourrez. J'aimerais bien moi que la Startup Nation, voilà, si on lui parle, la Startup Nation, c'était du tménique, comme on dit chez nous, du mytho. Bon, en
En tout cas, merci à vous, Julia Layani et Lise Godefard. On était en direct de l'Accor Hotel Arena, voilà, pour l'événement Big. Merci à vous. Dans quelques instants, c'est le Loft Music avec Yvan Cugius.